Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Copywriting. Salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. Salut, merci à toi pour l'invitation. Toi, comment Merci à vas-tu? toi. Je vais très bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté pour aujourd'hui. Je t'ai quand même dit ça un peu trop tard. Enfin, ça n'a pas duré trop. Il n'y a pas eu de décalage, on va dire, entre le moment où je te l'ai dit, où je t'ai proposé, et le moment où on a fait le podcast, quoi. Donc voilà. Mais est-ce que tu pourrais quand même te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ok, alors moi c'est Jérôme, j'ai 34 ans, je suis donc email marketeur, donc je suis plutôt spécialisé infopreneur, mais également entreprise de plus en plus. Donc j'ai commencé donc dans le copywriting, comme la plupart en email marketing, il y a l'année dernière, et je me suis mis sur les emails parce que je voyais personne parler vraiment des emails, de la newsletter, alors que c'était quelque chose d'assez puissant. Donc j'étais sur Twitter et je voyais tout le monde parler de copy, mais pas d'email spécifiquement. Et je me Mhm. suis spécialisé là-dedans et depuis, c'est devenu mon activité principale en l'espace de Mhm. quelques mois, depuis le début de l'année. Mhm. Et là, tu fais vraiment de l'email marketing pour quelle niche? Enfin, pour les e-commerçants ou bien pour les entreprises en général? Non, c'est plutôt infopreneur, donc plutôt des ventes de formation ou de coaching. Entreprise un petit peu aussi, ça commence à se développer parce que j'ai envie de changer un petit peu, de pas tout le temps faire la même chose. Vendre des formations, c'est sympa, mais bon, c'est bien de sortir un petit peu de sa zone de confort pour pouvoir progresser davantage. Donc, ouais, un petit peu entreprise, plutôt dans des services quand même. Ça reste dans le service, même si j'essaie de pousser deux, trois personnes dans mon entourage qui ont des entreprises plutôt dans le physique, où ils pourraient se caler, parce qu'il y a de la livraison, il y a tout ça, mais bon, Mhm. il faut les travailler encore un petit peu. Mhm. Et comment est-ce que tu as fait pour te lancer dans la copie? C'était quoi Euh, le moment que tu t'es dit, vas-y, let's go? C'était par pur hasard, je scrollais sur Twitter parce qu'en fait j'étais à fond sur les NFT, sur les crypto-monnaies et il y avait le jeu Sora, donc j'étais tout le temps sur Twitter pour voir les infos, voir s'il n'y avait pas un blessé ou autre. Et dans le feed, j'ai vu plusieurs personnes parler de copywriting et chercher un moyen de quitter mon boulot parce que j'en avais marre. Je voulais gagner plus, donc retourner à mon compte parce que j'avais déjà une entreprise, une pâtisserie avant. Donc voilà, j'avais envie de faire autre chose et je suis tombé là-dessus par pur hasard. Et allez quoi, 3 jours après, je me suis lancé. J'ai acheté une formation, je me suis lancé. Et là, en l'espace de quelques mois, j'ai pu quitter mon job parce que je gagnais plus. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça, un pur hasard, mais comme pour l'interview, hein, c'est rapide. Je réfléchis pas 3 ans avant de me lancer. C'est en quelques jours, je me lance et puis let's go. Mhm. Et ça a été quoi le déclic pour te dire que vas-y, c'est bon, je quitte le monde du salariat pour aller dans la partie entrepreneuriale? Euh, le déclic, je l'avais déjà eu, comme j'ai dit, j'avais déjà eu ma pâtisserie avant. Mhm. J'avais plus envie, en fait, j'étais en pharmaceutique, en entreprise pharma, donc j'encadrais, je formais des gens et j'en avais marre parce que pour évoluer, il fallait faire des études, il fallait repartir en études, pour évoluer. Pour avoir une augmentation, c'était le bordel. Pour avoir 3% par an, il fallait avoir un parcours nickel, donc je l'avais, mais j'avais 3-4% par an. Par rapport à l'investissement, c'était vraiment pas rentable. Donc, du coup, je me suis mis à me lancer là-dedans. Et puis, au début, je me suis dit que ça allait être un petit complément. Je teste. Et au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à gagner la même chose. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être falloir mettre la deuxième là-dessus et puis remplacer le salaire. Et puis, au mois de mars, je me suis lancé à fond. J'ai trouvé plusieurs clients. Et du coup, j'ai donné ma démission. Et puis, depuis fin mai, je ne fais que ça. Mhm. Mais comment est-ce que tu as trouvé ces clients? Tu as fait de la prospection ou bien ils sont venus d'eux-mêmes? Alors, moi, de base, la prospection, je suis pas trop fan. Donc déjà, je me suis facilité, on va dire, un petit peu tout le truc. J'allais sur les groupes Facebook, sur Twitter aussi, quand il y avait des gens qui avaient besoin. Donc, je contactais. Les gens avaient besoin soit d'un consulting, avaient besoin de mettre quelque chose en place. Donc, du coup, j'ai réécrit des pages de vente. Euh, j'ai fait ça, j'ai fait des séquences email, j'ai fait des descriptions de produits. Et tout le monde, c'était des gens qui cherchaient donc sur Facebook les groupes de System.io, des groupes d'entrepreneurs, des groupes de vendeurs de formation, des formateurs donc, qui cherchaient. Donc, dès qu'il y avait un formateur en ligne, je suivais. Donc, j'avais des notifications toute la journée avec la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Donc, au début, c'était gratuit. Je prenais rien. J'étais payé à la commission. J'en ai, ils m'ont pas payé. Il y en a, ils n'ont jamais rien mis en place.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que j'arrive à faire mieux. Donc, j'ai créé mon compte Twitter. J'ai quelques clients qui sont venus, donc un compte Twitter pro. Les gens sont venus dessus. J'ai eu quelques demandes, donc j'ai accepté tout au début, de toute façon, pour bosser. Et après, en démarchage, non, sinon, j'ai jamais démarché. Aujourd'hui, je ne démarche pas. Les gens viennent direct. Il faudrait que je le fasse pour mes projets après, mais pour l'instant, je ne démarche pas du tout. Et là, tu es sur un modèle freelance, mais sur le modèle agence? Alors, freelance, et ça va changer en septembre, où je monte ma boîte et du coup, je vais passer en agence email marketing. Donc, tu as commencé à former des gens à pouvoir faire la même chose que toi? C'est ça. J'ai déjà des gens en coaching. Donc, je les forme déjà sur le format newsletter et le format séquence email. Donc là, j'ai 2-3 personnes que j'ai coachées. Donc voilà, je vais me lancer en agence parce que comme j'ai des demandes, j'ai de plus en plus de demandes, mais je me limite, moi personnellement, à 2 ou 3 clients maximum parce que j'ai des business à côté. Donc le but, ça va être de former, de prendre 2-3 personnes maximum parce que j'ai envie que ça reste à taille humaine, j'ai pas envie de créer un truc énorme. Surtout qu'avec le business en ligne, tu comprends vite que tu n'as pas besoin d'avoir 20 clients mensuels pour pouvoir bien gagner. Donc voilà, et la gestion de personnel, c'est compliqué, donc c'est rare de trouver des gens très compétents et très investis. Donc voilà, je me dis 2-3 personnes à gérer, et pour pouvoir gérer les clients aussi, c'est déjà pas mal. Et là, justement, les personnes que tu coaches, quels sont les premiers pas que tu leur donnes à mettre en place pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, pour pouvoir vraiment se former dans le copywriting? C'est quoi les outils qu'ils utilisent pour pouvoir vraiment commencer à gagner de l'argent avec ça? Alors, déjà, les gens que je prends en général, ils ont déjà des bases en copywriting, parce que c'est un petit peu la base. Là où je vais les former, c'est vraiment sur la gestion de newsletter et séquence email. Parce que c'est vraiment mon domaine d'expertise, donc je me concentre que là-dessus. Alors, les outils, c'est assez simple. Je les aide pour le démarchage, parce que des méthodes qui marchent très bien. Et ça, après, c'est de l'amélioration. Donc, il va y avoir, on va dire, un client fictif au début. On va prendre un client qui existe, mais du coup, je vais lui demander de tout réécrire, mais sans s'inspirer. Je ne vais même pas lui dire qui c'est. Je vais juste lui demander, je vais lui donner quelques infos, je vais lui demander de chercher et d'écrire des mails. Et après, ça va être de la correction. Sur de la newsletter, moi, je suis plutôt sur du format 3 mails par semaine, même si j'ai déjà fait 1 mail par jour. Je forme sur 3 mails par semaine parce que c'est ce qu'il faut au moins pour réussir à scaler, avant de passer sur 1 mail par jour qui est déjà plus compliqué. Parce que là, le problème que les gens rencontrent, c'est trouver les sujets au bout d'un mois. Au bout d'un mois, il y en a plein, ils ont déjà plus de sujets, ils ne savent plus comment trouver les idées. Et ça, c'est le plus gros problème en fait dans la newsletter. Parce que c'est du copywriting pas de base, c'est pas juste des formules qu'on utilise et puis on envoie. C'est créer une relation, mais pour créer une relation, il faut toujours qu'il y ait un sujet qui soit intéressant, parce que si les gens, c'est que des sujets what the fuck, ils n'en ont rien à foutre, ils vont arrêter de lire. Donc l'objectif d'abord, c'est de former là-dessus, donc ça va être de lire des newsletters à plein, donc une sélection de newsletters à lire, à analyser, à réécrire, voir ce qui ne va pas, leur apprendre à analyser tous les petits détails, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré, ce qui est fort, si l'accroche est bonne ou pas. Voilà, il y a tellement plein de petites choses. Donc, les coachings, en général, c'est sur 3 mois. Et au bout de 3 mois, les gens, ils sont censés avoir un client ou deux. Et ils ont déjà largement rentabilisé le coaching. Et à leur début, ils peuvent gagner combien en général? Ça dépend. En fait, ça dépend s'ils vont trouver plutôt en newsletter ou en campagne. Pour des campagnes d'email, en général, un prix débutant, c'est à peu près du 500 € pour une campagne. Alors après, ça se négocie, hein, c'est comme tout. Mais comme ils sont assez débutants, ou la plupart sont débutants, ils n'ont jamais vraiment eu beaucoup de clients, ils en ont qu'un ou deux. C'est assez simple, déjà pour les faire progresser. Ils ont déjà une petite expérience, donc ils savent se confronter au marché. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à à les orienter. Ils ont déjà les bases du copywriting, c'est assez simple. Par contre, sur la newsletter, il faut créer une relation et on repart de A à Z. Donc voilà, c'est assez... je ne me souviens plus la question en elle-même au début. Je crois que je suis parti un petit peu loin. Non, la question en elle-même, c'était quoi? C'était combien ils peuvent gagner, ouais, c'est ça. ouais. En fait, c'est ça, parce que des fois, il y en a que je fais bosser avec moi.
Donc, comme j'ai des demandes, des fois, c'est des gens qui ont des SaaS, parce que du coup, en ce moment, c'est le mode des SaaS, donc beaucoup de gens qui me demandent. J'en ai certains, donc ils n'ont pas beaucoup de budget. Donc, ce que je leur propose, en fait, c'est juste du pourcentage. Et j'encadre la personne, donc ça fait partie de la formation. Moi, je prends rien dessus. Donc, je l'encadre. Il écrit tout. Si c'est une séquence, il écrit tout. Je le reprends avec lui, on améliore en 2-3 fois. Parce qu'on voit tout de suite là où ça ne va pas. Je lui demande d'améliorer. Et en général, une campagne de 7-10 mails, c'est assez rapide à écrire. Un coup que tout est écrit, il n'y a plus qu'à améliorer, reformuler. Des fois, il faut changer pas mal de choses, mais ils progressent assez vite. Et en général, ça leur permet de gagner, on va dire, quasiment le montant de la formation, ou la moitié au moins. Donc, voilà. On arrive facilement aux 400-500 du prix de base. Et on peut aller beaucoup plus loin si le SaaS est bon. Parce que si le produit est bon, forcément, c'est déjà plus facile à vendre. C'est comme tout. Tu vends pas un bon produit même avec une bonne séquence. Tu vends pas un mauvais produit même avec une belle séquence email, avec une newsletter, avec une belle page de vente. Si ton produit n'intéresse personne, qui n'est pas quali, tu le vendras à personne. Comment est-ce que tu fais pour valider avec eux la séquence mail ou bien la newsletter? Alors, moi, c'est simple. C'est mon côté théâtre. Je fais du théâtre depuis que j'ai 4-5 ans. Et je me mets à la place d'une personne, du client cible. Je me mets à la place du persona. Et je vais lire les mails. Et avec une petite heure, tu vois, parce que si tu lis tous les mails à la suite, t'es pas dedans. Je fais autre chose entre chaque. Je relis un mail sur la journée. Je vais me lire toute la séquence, mais un mail par-ci, par-là. Et si le mail, il me parle pas, s'il me donne pas envie, je vais le voir tout de suite. S'il n'y a aucun mail qui me donne envie, je sais que voilà, s'il y en a un qui me donne envie, je vais dire voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait écrire, mais tout le reste des mails, apporter plus de valeur, peut-être appuyer un petit peu plus là-dessus. Parce que le problème que je vois beaucoup dans les séquences email, c'est que y a un mail, c'est un truc à partager à fond au début, et puis après, c'est juste attention, dans 3 jours, le prix il augmente, et ça ne parle plus que de ça. Or, si tu veux tenir les gens sur les 7 mails de la séquence pendant 7 jours, tu as intérêt de les maintenir, donc il faut leur apporter tout le temps de la valeur. Et ça, on travaille là-dessus en général. On essaie toujours de trouver des points principaux, les points secondaires, et on met toujours les points en avant sur tous les mails. Et après, il y a la page de vente qui est là pour finir de convertir sur ce que les gens pourraient avoir comme objection ou autre. Mais voilà, ce qui est considéré le plus important, on le met directement dans le mail. Et les personnes débutantes que tu accompagnes, comment est-ce qu'elles pourraient scale par la suite? Après, c'est simple. Je les aide aussi. Donc, je les forme un peu sur plusieurs choses à côté. Donc, le démarchage, parce que bon, je ne l'ai jamais fait pour moi, mais je l'ai déjà fait pour d'autres. Il y a ça. Il y a aussi le personal branding. Donc, je leur apprends à améliorer le personal branding des clients. Donc, à jouer là-dessus. Donc, du coup, ça les forme aussi pour eux. Donc, aussi bien pour leur démarchage, leur personal branding, savoir passer leurs compétences comme indispensables, comme ils le font pour les clients. C'est le truc qu'on voit beaucoup, c'est que beaucoup de gens, même sur les réseaux, tu regardes sur Twitter, j'en vois beaucoup qui parlent constamment des mêmes choses et ils sont super bons en copie, ils font du super boulot, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer à eux-mêmes. Et ça, c'est un des gros problèmes, c'est que les gens n'arrivent pas à... C'est toujours fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, et ils ne le font pas pour eux. Donc, je leur apprends aussi à le mettre en place pour eux. Parce qu'en général, dans le copywriting, le truc qui m'a fait vraiment progresser, c'est d'écrire ma propre newsletter. Parce qu'on se dit, ouais, c'est mon domaine, je connais plein de choses, et il y a plein de gens, au bout de 2 semaines, 1 mois, ils ne savent plus de quoi parler, ils n'ont plus d'idées, alors que c'est leur domaine d'expertise. Donc, comment ils peuvent écrire pour quelqu'un? Ils doivent apprendre le domaine en entier, ils ne connaissent pas tout, alors que sur leur propre domaine, ils ne sont même pas capables de tenir 2 mois. Donc voilà, ça, c'est un axe d'amélioration. Et un coup qu'ils sont capables de faire ça pour eux, ils sont capables de le faire pour des clients, parce que en termes de recherche, ils savent faire des liens sur ce qui peut être intéressant, voir ce qui peut être bon pour le business. Voilà, tous les petits liens, toutes les choses dont il faut parler, ils arrivent à le trouver. Et après, c'est comme ça qu'ils arrivent à se caler. Et après, un coup qu'ils ont réussi 2-3 contrats, c'est très simple, en démarchant ou en partageant leurs résultats comme moi je fais sur les réseaux. C'est là qu'ils arrivent vraiment à faire venir des clients à eux aussi. Et après, voilà, ça s'enchaîne. En début de podcast, tu avais dit que tu avais d'autres projets sur le côté. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir jongler entre tous les projets que tu mets en place? Alors, c'est simple, je me limite à 2-3 clients personnellement. Parce que les mails me prennent à peu près 1 heure.
C'est à peu près le temps qu'il me faut entre la recherche. Après, je le relis un petit peu, mais je le relis. Il est dans le système, je le relis, voir si c'est bien. Mais pareil, je le relis quelques heures après quand j'ai plus la tête dedans pour voir s'il y a des incohérences ou pas. Donc le matin, je bosse à peu près, on va dire, 2-3 heures maximum par jour, du lundi au vendredi. Donc c'est un rythme qui est plutôt pas mal. J'écris les mails. Un coup que les mails sont faits, je reviens dessus un petit peu plus tard, mais après, je passe le reste de mon temps, donc de la matinée, des fois un petit peu les après-midi sur les autres business. Donc ça va dépendre du temps. Il y a des fois, je vais pouvoir me faire une journée entière. Je vais me prendre de l'avance sur la semaine et après, je suis tranquille le reste de la semaine parce que j'ai ma maison que je suis en train de retaper. Voilà, j'ai plein de choses à faire, j'ai toujours plein de projets, j'ai toujours un truc à faire. Donc quand il y a un business, il faut le temps des fois que ça décolle, mais je prends de l'avance et après, j'optimise. J'y vais une petite heure par jour pour voir où ça en est, voir si ce qui marche pas, s'il faut modifier quelque chose. Et voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je me limite en termes de clients, parce que comme j'ai les coachings, ça me prend à peu près entre 2 et 3 heures par semaine par personne, voire un peu plus au début. Donc, voilà, c'est une organisation, mais le samedi, dimanche, je fais mon contenu pour la semaine d'après, et le contenu, il est fait en 1 heure, et c'est tout en fait. J'ai un rythme de vie qui est tranquille. Je ne suis pas du genre à bosser 16 heures par jour. C'est plutôt en mode tranquille. Je bosse le matin, l'après-midi, je suis tranquille, je fais mes travaux, je vais me promener. Voilà. Mais voilà, il y a toujours du temps. C'est quoi ton ambition durant les 6 mois à venir, voire l'année qui arrive? Ou bien c'est quoi et aussi plutôt ton objectif de rêve? Alors, du coup, il y a l'agence qui va être créée donc, au mois de septembre. Je pars à l'étranger, donc début d'année prochaine, parce que la France, j'ai déjà donné avec l'entreprise que j'ai eue avant, se faire taxer. Voilà, je suis parti, j'ai fermé. On m'a dit, en pâtisserie, je me payais 500 balles par mois. On m'a dit que je gagnais trop, on m'a tout refusé, toutes les aides et tout. Donc, ouais. Donc, tu payes à plein, tu payes des taxes, l'URSSAF te défonce. Quand j'ai fermé, ils m'ont réclamé 10 000 balles pour 15 mois après. Ils me disent, ah non, en fait, vous nous devez rien. Donc, voilà. Tu vois, l'objectif déjà, c'est d'aller vivre à l'étranger et pour sortir de ma zone de confort, en fait. Tout simplement. Parce qu'aller dans un autre pays, apprendre des langues, j'apprends l'anglais, je parle quasiment couramment anglais, j'apprends le japonais. Donc là, ça va être encore une autre langue à apprendre. Mais voilà, du coup, ça, c'est l'objectif. Et ça va m'amener justement à essayer de développer. Donc, j'ai mes business annexes où j'essaie de vendre des infoproduits plutôt en affiliation grâce à l'email. Donc, j'ai déjà des résultats sur un projet. J'en ai d'autres en développement avec d'autres personnes ou moi en solo. Donc voilà, il y a pas mal de projets à développer. Le but, c'est de ne pas dépendre des clients. Donc, construction de l'agence, pour faire simple, avoir 4-5 clients délégués à 2 personnes, en plus de mes clients à moi, et générer mes business à côté, où je vais essayer de scaler pour qu'il y ait des sources différentes de revenus. Et le pays où tu voudrais aller, ce serait pas le Japon, du coup? Non, le Japon, pour l'entrepreneuriat, c'est une catastrophe. C'est compliqué. Non, c'est trop compliqué. Mais non, je vais plutôt partir en Europe de l'Est pour le moment. Donc, j'hésite Bulgarie ou Géorgie pour le moment. Et puis, peut-être l'Asie plus tard. Mais c'est déjà un premier pas, on va dire, vers l'expat. Il y a des pays sympas en Europe. C'est à 3 heures de Paris. Donc, je peux revenir voir la famille assez régulièrement, très facilement. Et puis, voilà, c'est déjà un bon truc. Du coup, ça te fait aussi une autre langue à apprendre aussi, pour le coup. Ouais, mais ça, j'aime bien, moi. J'aime bien, parce que tu en as beaucoup qui s'expatent et qui veulent pas trop apprendre la langue, mais c'est compliqué. Ouais. Le but, c'est de découvrir autre chose, même sans parler vraiment couramment, mais au moins, tu peux te faire comprendre, tu peux visiter pas mal de choses. Et c'est l'avantage, en plus. Donc, pas forcément pour le business en Europe de l'Est, mais là-bas, tu as des contacts, donc l'anglais, c'est primordial. Et voilà. Après, en plus, ça permet de te sortir de la zone de confort. Tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais pu rencontrer des gens en restant là où tu es. Déjà, rien que sur Twitter, j'ai rencontré des gens, mais c'est des trucs de fou. Tu rencontres des gens qui sont passés par là où tu es il y a 1 an, et puis aujourd'hui, tu les vois, ils tapent des 100K par mois, ils tapent plus d'1 million, 2-3 millions par an, ils ont des projets de fou. Et 6 mois en arrière, tu reviens, tu ne vivais même pas de ton activité, tu te dis, attends, voilà. Donc, en partant dans des endroits comme ça, où tu as des communautés d'entrepreneurs, tu es obligé d'upseller, en fait. Tu n'as pas d'autre choix. Et là, actuellement, tu prends encore des gens en coaching ou bien tu n'en prends plus? Pareil, je me limite parce que j'ai pas envie de faire que ça.
Surtout que moi, c'est vraiment que l'email marketing. Donc, newsletter, séquence email, je ne fais pas plus. Même si j'aide sur d'autres, mais par exemple, pour écrire des pages de vente ou autre, c'est pas moi qu'il faut venir voir parce que c'est quelque chose de particulier. Ce qui est bien dans l'email, c'est que, pareil, tu peux varier les émotions. Tu peux faire un email où tu vas jouer sur la peur. Le prochain email, il va jouer sur les gains, sur la vie de rêve que tu peux avoir avec la formation ou autre. Alors que la page, tu dois rester vraiment cohérent tout le long. Et c'est un autre exercice. Et c'est pas le domaine où je suis le plus fort. Donc, je vais pas aller former des gens sur un domaine où je suis pas spécialisé. Mais voilà, c'est les séquences email et je me limite pareil à 3-4 personnes. Ok, parfait. En tout cas, toujours. Ouais, écoute, Jérôme, merci à toi pour aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur le réseau? Merci à toi. Sur Twitter principalement, donc Jérôme JR Copywriting, et pareil sur LinkedIn, même si je ne suis pas beaucoup, mais ça va venir. J'arrive à me lancer, mais ça va venir. En tout cas, je mettrai ça en description pour les personnes intéressées. Et aussi, je vais te dire aussi, d'ici 6 mois, on fera un autre podcast pour voir ton évolution, pour voir si tu as réussi à mettre en place ton agence et si aussi tes autres business marchent très bien également. Yes, écoute, non, ce sera de l'Europe de l'Est, donc je te le dirai. On se fera ça d'ici là. Alors. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui. On se retrouvera bientôt. Merci à toi. Salut, Jérôme. Salut. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Jérôme sur ses différents réseaux. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.